Hey, salut! Aujourd'hui, ça va être un épisode super spécial parce que je reçois Michel Poulain, qui est l'initiateur, le cofondateur des Zones Bleues, les fameuses Blue Zones, dont je suis ambassadeur au Québec et que notre projet Provia est le premier projet pilote au Québec de ces principes-là, Living Blue Zone, que Michel Poulain a parti récemment pour faire vivre ces principes-là à l'intérieur des projets. Mais Michel est un Belge, donc il est en Belgique, il fait oui le tour du monde un peu tout le temps, partout, parce qu'il est démographe encore aujourd'hui. Mais pour pouvoir l'avoir dans ce merveilleux podcast, pour l'entendre puis pour échanger avec lui, on avait de l'épisode en virtuel. Donc, Michel est en Belgique. Moi, je suis dans mon studio ici. Donc, c'est un peu différent. Je ne fais jamais d'épisode virtuel. Mais là, j'ai été passer une semaine avec lui aux Pays-Bas. Ça a été fantastique. On a été voir un festival Zone Bleue. On a été voir des projets Zone Bleue. Puis passer une semaine avec lui, ça a été fantastique. Donc, je voulais me permettre de faire un virtuel pour qu'on puisse tous ensemble apprendre et connaître encore plus Michel et ses merveilleuses connaissances. Donc, je te souhaite un épisode spécial aujourd'hui. Bonne écoute! Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Michel Poulain, comment vas-tu aujourd'hui? Mais tout va bien pour aujourd'hui en tout cas. Donc, c'est une belle journée qui commence avec beaucoup de décalage par rapport à vous. Mais en fait, tout va bien, il y a du soleil. Excellent, c'est ça l'important. Quand il fait beau, on est en santé, tout va bien. Voilà. Je veux vous présenter, Michel, parce que vous êtes quand même l'initiateur des Zones Bleues. Vous savez que je suis un passionné aussi de longévité, de vivre plus heureux plus longtemps. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça te faire une présentation qui est quand même assez longue parce que vous avez de belles expériences puis vous êtes quand même extraordinaire comme personne. Donc, démographe, explorateur, scientifique, initiateur du concept Zone Bleue et évidemment promoteur d'un mode de vie sain. Tu es aussi professeur émérite à UC Louvain en Belgique et toujours chercheur principal à l'Institut des études démographiques de Tallinn en Estonie. Ça fait déjà plus que 30 ans que tu consacres ta carrière à comprendre évidemment, pourquoi que les populations vivent très longtemps et en meilleure santé. Puis c'est toi, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui a identifié et nommé la première zone bleue en Sardaigne, qui a donné naissance à un concept qu'on connaît aujourd'hui des zones bleues, pour transformer un peu la compréhension du vieillissement, comment que les gens font pour vivre vieux jusqu'à 100 ans en santé. Puis ensuite, tous ces travaux-là, bien évidemment, ils ont été popularisés partout sur la planète. On connaît ça aujourd'hui. Il y a eu des livres, il y a eu des documentaires, il y a une série, il y a des projets municipaux, il y a des initiatives de la santé publique dans plusieurs pays qui prennent ces principes-là. Et il y a moi, évidemment, qui prend aussi ces principes-là pour faire mes projets. Tu as été aussi président de la Société belge de démographie et de l'Association internationale des démographes de la langue française pendant de nombreuses années. Tu as participé à plusieurs consortiums internationaux sur les centenaires, puis tu es aujourd'hui considéré comme une référence, selon moi, qui est mondiale lorsqu'il est question de la longévité et de vieillissement en santé. Tu es un des plus grands démographes qu'on connaît. Et aujourd'hui, tu as étudié des centaines et des centaines de centenaires. Tu as visité les régions les plus longévives de la planète, puis tu nous aides à répondre à une question qui nous concerne vraiment tous, qui est comment vivre non seulement longtemps, mais surtout plus en santé et heureux. Puis tout récemment, tu as créé Living Blue Zone il y a presque un an. Quand l'épisode va sortir, ça va faire presque un an, qui est un organisme à but non lucratif qui cherche à construire des environnements où ce que le choix d'un sain mode de vie, c'est ça que vous recherchez, je pense, à travers tout ça, puis de montrer comment est-ce qu'on peut, oui, vous avez trouvé les zones bleues, mais comment on peut les intégrer aujourd'hui
dans notre monde à nous. Puis j'ai eu la chance de passer plusieurs journées avec vous aux Pays-Bas à voir un des festivals Zone Bleue, d'aller voir votre façon de penser aussi à travers ça. Puis ça a été un moment extraordinaire. Donc je suis très emballé de te recevoir, Michel, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, écoute, après une introduction aussi longue, je crois qu'on peut déjà se reposer parce que, oh là, bon, les gens doivent se dire, mais celui-là, c'est quand même un cas. Je crois que c'est le terme exact, c'est un cas. Ça va? Alors, Ça va. On va étudier le cas en particulier. Hein, ça va? Exactement. Puis, je voudrais juste, parce que j'en parle souvent, moi, dans mes balados, mais pour ceux qui ne connaisseraient pas les zones bleues, c'est quoi exactement en petit résumé? Oh là là là. Quand tu dis un petit résumé, honnêtement, tu m'as dit qu'il y avait 1 heure pour parler, mais autrement, je vais un petit peu essayer de te raconter ça le plus brièvement possible. Tout d'abord, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin du siècle dernier, il y a des scientifiques et principalement des démographes qui se sont intéressés plus particulièrement aux centenaires et à la longévité. C'est assez étonnant, on est passé de l'étude de la mortalité à l'étude de la longévité. Hein, c'est les deux côtés d'une monnaie, et donc c'est très intéressant parce que c'est un aspect positif de quelque chose qui était perçu avant comme négatif. Alors, ces gens-là se réunissent tous les ans, et lors d'une réunion à Montpellier en 1999, ou 99, je ne sais pas comment chez vous on dit au Québec, mais enfin, en Belgique, on dit 99. Hein? Eh bien, 1999, il y a des amis sardes de la province de Sassari qui viennent et qui disent, dans les montagnes de Sardaigne, il y a plein de centenaires, ils vivent très vieux et autant d'hommes que de femmes. Alors, je me rappelle encore très, très bien la pause café, où tous les démographes, très soucieux de la qualité de l'âge des centenaires, étaient en train de se dire, oui, mais c'est une région perdue, il n'y a pas de documents, les hommes exagèrent leur âge pour montrer qu'ils sont plus vieux, et ainsi de suite. Enfin, tous les arguments pour dire, écoutez, dans les montagnes de Sardaigne, c'est certainement pas une réalité. Mais on va quand même envoyer un démographe pour aller vérifier la chose. Et ce démographe, il n'y en avait pas 25 dans la salle, c'était moi qui suis parti. Et donc, je suis arrivé, je m'en rappelle toujours, le 22 janvier 2000. Je débarque à Alguero, on va dans un village Arzana qui fait 2700 habitants, et là, il y avait une fête pour 4 centenaires dans ce petit village. Oh là, je me dis là, je vais avoir l'air idiot, moi, là-dedans, parce qu'il fallait les féliciter. Et puis après les avoir félicités, voilà que je vais leur dire, écoutez, vous n'avez pas son temps, vous savez, j'ai vérifié, vous ne les avez pas. Bon, donc je suis fait ce qu'on appelle une vitesse folle pour aller à la municipalité. J'ai été voir s'il y avait des documents. Et j'ai trouvé des registres. Et en feuilletant les registres, j'ai même trouvé des actes de naissance de ces valeureux centenaires. Donc j'étais déjà un peu réconforté. Et je suis allé les féliciter, il y en avait 2. Il y en avait des autres qui étaient un peu malades à la maison, mais enfin, il y en avait quand même 2 que j'ai félicités. Et ça a été le début de ce qu'on appelle une validation de l'âge des centenaires. Donc, on allait d'un village à l'autre, on ne rencontrait pas nécessairement tous les centenaires, on les rencontrait, mais en plus, on validait tous ceux qui étaient morts dans les 20 ou 30 dernières années pour avoir un nombre suffisant. Donc, on faisait page par page les registres de naissance, et avec la notation marginale qui dit quand ils étaient décédés, on identifiait les centenaires. Et donc, ce faisant, après toute une mission en janvier, au printemps 2000, je suis arrivé à la conclusion que c'était de vrais centenaires. J'avais trouvé 2 erreurs. Une erreur, c'est Damiana Seté, qui était soi-disant décédée à 110 ans, mais en fait, elle est décédée en 107 ans. Elle avait remplacé sa sœur aînée, qui était décédée à 2 ans. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant. On se trompe, on associe un décès à la plus vieille plutôt qu'à la plus jeune. Et alors, une autre qui était décédée à 31 décembre, mais qui était aussi reprise au 1er janvier. Donc, c'était un doublon. Elle était des 2 côtés. Mais sur un grand nombre de centenaires, tout le reste était vrai. Wow. Et ça, c'était un peu inquiétant parce que tous mes confrères s'attendaient que je revienne en disant « j'ai trouvé l'erreur ». Alors que j'ai dû
leur dire, écoutez, ça a l'air d'être bon. Et donc, certains d'entre eux ont même été tellement suspicieux qu'ils ont fait une contre-expertise sans me le dire. Et ils sont allés. Et c'est même mon ami québécois Bertrand Desjardins qui est allé avec Bernard Jeune. Ils sont allés tous les deux. Ils m'ont raconté ça après. Hein. Mais pour voir si vraiment ce que le camarade Poulain avait trouvé était vrai. Et depuis lors, ils sont aussi convaincus que moi de la véracité de l'âge de ces centenaires. Et ça aurait pu s'arrêter là. Si ça s'était arrêté là, ben, je ne serais pas en face de toi pour le moment. Parce que, on aurait dit oui, il y a des centenaires. C'est ce qu'on appelle la validation individuelle des centenaires, un par un. Okay. Et c'est alors que, et c'est ça le déclic, c'est alors que je me suis dit, regarde, quand je mets les centenaires par leur lieu de naissance, et qu'on regarde donc les registres de baptême et de naissance, on trouve que quand il y en a dans un village, il y en a dans le voisin, et encore dans le voisin. Et que donc la distribution des villages dans lesquels il y a eu des centenaires n'était pas du hasard. Il y avait des grappes. Et cette grappe, c'est alors que j'ai pris mon fameux crayon bleu et que j'ai crayonné en bleu toutes ces communes. Et depuis lors, c'est-à-dire que j'ai déjà un mail de avril 2000, on parle entre nous de zone bleue, de blue zone. Donc c'est un terme qui a maintenant 25 ans d'existence. Et comme je dis toujours dans mes exposés, si à ce moment-là, j'avais pas eu de crayon bleu, hein, si j'en avais eu un rouge, ça serait la zone rouge. Exact. La zone rouge, ça passerait pas du tout. Voilà, donc, mais il faut dire que j'aime le bleu, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est ma couleur préférée, et donc on a été progressivement valider une zone bleue. Il a fallu le temps. Hein. Pour te donner un exemple, il a fallu 4 ans pour publier le premier article scientifique disant ce qu'était une zone bleue. Parce que, bien sûr, il y a eu plein d'oppositions de mes confrères qui voulaient pas, qui trouvaient que c'était pas vrai et tout ça. Mais en 2004, et donc en octobre 2004, on publie dans Experimental Gerontology l'article disant qu'on a identifié une zone de forte longévité. Et dans le texte, il est expliqué qu'on a appelé ça Blue Zone pour les raisons que je viens de t'expliquer. Mais donc, c'est marqué clairement dans l'article de 2004 que c'est une Blue Zone et pourquoi c'est une Blue Zone. Donc, ça, c'est vraiment le début. Mais tu vois, on passe de la longévité individuelle, la validation individuelle des centenaires, à la longévité d'une population, c'est-à-dire d'un ensemble de gens qui vivent ensemble et qui, ensemble, vivent plus vieux. Et donc, ça, c'est, en anglais, on dirait la population longevity. C'est la longévité d'une population. Et il y a tout un intérêt d'étudier cette longévité de population, tout d'abord parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus palpitant de dire que toute une population vit plus vieux. Hein? Donc, ça, c'est bien. Mais ce qui est intéressant à faire remarquer, c'est que les facteurs permettant d'expliquer cette longévité, ils sont liés au lieu de naissance. Et donc, par exemple, le pool génétique, il est typique du lieu de naissance. Ce qu'on appelle les early life conditions, les circonstances de vie dans la jeunesse, c'est lié au lieu de naissance. Même le style de vie est lié au lieu de naissance. Hein? Si on cuisine à l'huile, eh bien, on a beau migrer ailleurs dans le monde, on va toujours cuisiner à l'huile. Donc, il y a des choses qu'on emporte avec soi et qui viennent de la région d'où on vient, où on est né. Et donc, il y a encore maintenant, je bataille partout pour dire, pour étudier une longévité, on l'étudie en fonction du lieu de naissance et pas du lieu de résidence. Parce que si, par exemple, comme à la Riviera, il y a un tas de gens âgés, mais aussi aisés qui viennent là-bas pour passer de vieux jours, bon, on va trouver qu'à la Riviera, il y a une longévité exceptionnelle, mais c'est faussé, c'est complètement faussé. Hein. En Floride, par exemple, il y a des endroits où ils ont aussi une longévité exceptionnelle, mais quand j'ai vérifié avec un collègue là-bas, ben, les 3/4 des centenaires qu'on avait dénombrés n'étaient pas nés sur place. Et donc, on ne pouvait pas trouver des facteurs favorables. Donc, il ne faut pas faire un amalgame entre, d'une part, une zone bleue, qui est par lieu de naissance, et un hotspot de longévité hotspot, donc un spot de longévité qui est tout simplement dû à ce qu'on a rassemblé à un endroit des gens qui vivent plus vieux,
pour plusieurs motifs. Ils seront plus aisés au point de vue financier, ou ils sont dans un endroit où ils se soignent un peu mieux, mais ce ne sont plus les mêmes critères et c'est beaucoup moins intéressant pour comprendre la longévité en travaillant sur eux que sur les zones bleues. Voilà. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a, à votre première étude, là, qu'il y en a qui ne voulaient pas nécessairement publier ça en disant que c'est pas vrai quand vous avez vraiment découvert les lieux de naissance, les registres? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, il faut savoir que dans les années 1970-70, il y a eu un article qui était paru dans National Geographic qui avait dit qu'à Vilcabamba, en Équateur, chez les Hunza et en Abkhazie, il y avait des zones de longévité importantes. Et Alexander Leaf avait fait un article qui avait fait sensation. Mais lui-même, quelques années plus tard, était retourné à Vilcabamba et avait vu qu'une personne, subitement, avait 10 ans de plus. Et alors là, il a commencé à se poser des questions. Et puis, donc, tout le mythe de zone de longévité exceptionnelle est tombé à l'eau dans les années 80. Et n'a ressurgi qu'avec cette présentation de nos amis sardes. Hein? Mais on s'attendait, bien sûr, dans mes confrères, à ce que je trouve directement le tic. Hein? Je vais te donner un exemple. Je suis allé l'année après, en 2001, en Géorgie. Et bon, j'étais avec le président des personnes retraitées. Je vois encore son petit van là-bas, et on faisait le tour des villages. Chaque fois qu'on arrivait, il y avait une liste de personnes âgées de 100, 110, 120 et 130 ans. Okay. Chaque fois qu'on arrivait dans un village et qu'on voulait trouver la personne de 120 ans, elle n'était pas là. On ne savait pas qui c'était, et ainsi de suite. Bon, en fin de parcours, j'étais un peu désespéré et on va faire un repas final avec notre guide. Et subitement, voilà qui me dit, mais vous savez, ma mère, elle a 110 ans. Oh! Et où est-elle? À Tbilissi. Oh! Ligne droite à Tbilissi. Et on commence à interroger Martha. Donc je voyais Martha 110 ans. On fait des questions, on fait des photos et tout ce qu'on peut s'imaginer, tout est bien. Je vois son passeport, 1891-1891. Bon, ben voilà, on dit, on était en 2002, donc elle avait bien 110 ans. Hein? Bon. 2 mois après, ma collègue de Tbilissi, de l'université, avait été voir des registres des années 1938 à 1948. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les 2 ans, on faisait le relevé des familles. Et donc, on écrivait les noms des pères, des mères et des enfants. Chaque fois, une page par famille. Et donc, elle avait été voir les registres de 38, 40, 42, 44 jusqu'à 48. Et ce que l'on a remarqué, c'est qu'au départ, en 38, notre amie Martha, elle était née en 1901. Et puis, subitement, le 1901, dans le registre suivant, devient 1900. Et puis, il devient 1895. Et dans le dernier registre, il est à 1891. Donc, Martha est une femme exceptionnelle, puisqu'elle était capable de vieillir de 20 ans en seulement 10 ans. Voilà. C'est quand même incroyable. Donc, j'ai la preuve, hein, j'ai toutes les photos des registres, et on voit même que dans le dernier registre, le 5 a été remplacé par un 1, il est barré carrément. Donc, il y a des raisons pour lesquelles il y a des modifications d'âge qui se font de façon administrative. Est-ce que c'est Staline qui, rappelons-le, était géorgien, était fier de la longévité de la Géorgie? Est-ce que c'est pour une autre raison? Je n'en sais rien, mais en tout cas, dans bien des régions du monde où les documents ne sont pas solides, il ne faut pas s'inquiéter. Par exemple, à Cuba, il y a un club des 120 et plus. Je suis certain que la plupart de ces 120 et plus, si pas tous, sont faux. Hein? Et on va voir dans les chiffres. Par contre, je suis certain qu'il y a de la longévité à Cuba. J'étais dans un village qui s'appelle Remedios, qui est au nord de Santa Clara, et moi, je fais toujours les cimetières. Hein. Et quand tu vas dans les cimetières, tu vois les tombes, et tu peux recommencer à calculer les âges. Et j'avais retrouvé un tas de centenaires et tout ça. Bon, j'ai commencé j'ai été chez le curé qui m'a montré tous ces registres. Pour faire tous les registres depuis 1600 quelque chose, il m'aurait fallu une année de recherche. Oh, oui. Par contre, je suis allé à la commune, et là, j'ai ouvert les registres de naissance d'il y a 1 an. Je n'avais pas à peine ouvert le premier registre. La police était là, ils m'ont foutu dehors. Voilà. Donc, j'ai jamais pu valider la longévité à Cuba, mais
je pressens qu'il y a une longévité exceptionnelle dans certaines régions de Cuba. Donc, c'est tout un travail de bénédictin, un travail très rigoureux. Il n'y a pas 25 personnes au monde qui sont habituées de faire ça. Et il y a certainement personne qui en a fait autant que moi, c'est-à-dire autant de vérification pour savoir si vraiment... bon, je ne te parle pas de Jeanne Calment. Hein. Jeanne Calment, c'est un cas particulier. Il y a eu des dires, il y a eu des recherches, il y a eu tout. Je ne suis jamais rentré dans le débat de Jeanne Calment parce qu'elle a été validée par mes confrères avant que je n'arrive dans le champ de la longévité. Hein. Elle était soi-disant décédée à 122 ans. Mais pour le moment, je signale que personne n'a encore dépassé 120, excepté Jeanne Calment, 122. Ce qui est assez exceptionnel, mais qui dit exceptionnel dit aussi, bon, est-ce qu'il y a un truc ou il n'y a pas un truc? Voilà. Donc, actuellement, on en est à 117, 118. Donc, quand on a un plus vieux, il est plutôt à 117 et on va jusqu'à 118. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes de 116, 117, 118 qui étaient les plus vieux du monde. Et l'homme le plus vieux du monde que j'ai rencontré, il avait 114. Et celui en Sardaigne que j'ai rencontré en 2001, il avait 112. Donc, ça, ce sont les hommes les plus vieux du monde. Les femmes, on est à 118. 119, et il y en a une qui a approché 120, mais 122, non. 122, pas. Et 122, c'est déjà la fin du siècle dernier. Ça veut dire qu'on n'observe pas une augmentation de l'âge ultime. Ça, c'est important lorsque les gens disent on vit de plus en plus vieux. Ça. Oui, on vit plus vieux, mais c'est comme si ça se tassait et qu'à un moment donné, il y a une limite qu'on ne passe plus. Et donc, ça, c'est un petit peu le grand débat de ceux qui veulent nous faire vivre jusqu'à 150 ans. Ouais, et que les faits ne nous montrent pas le moindre changement dans ce sens-là. Et donc, mes confrères étaient super sceptiques. Je vous dis, il y a mon ami Bernard Jeune, il lui a fallu 10 ans pour accepter que vraiment c'était réel. Mais bon, maintenant, les choses sont rigoureusement prouvées. Ça veut dire que j'ai tous les documents d'état civil, mais aussi tous les regroupements dans les frères et les sœurs et les familles. Il faut recomposer vraiment la généalogie de toutes les familles. Ah, ben c'est ce qu'on a fait aussi avec, au Québec, avec le PRDH, c'est le programme de recherche en démographie historique, qui a été fait il y a une 50aine d'années, et où on a remis dans des bases de données tous les Québécois depuis presque les origines, pour justement valider tous ces âges et être certain qu'on ne raconte pas des blagues. Quoi. Oh, ouais. Commencer à faire des études sur des gens qui, soi-disant, ont 110 ans alors qu'ils en ont 89, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des opposants, mais que les opposants de l'époque ont très bien compris la rigueur avec laquelle je travaille. Et tout le monde peut venir vérifier mes documents. Il n'y a aucun problème. Les documents sont toujours disponibles. Et maintenant, je ne suis pas seul à travailler. J'ai des gens qui aident à travers le monde à justement rechercher. Dès que j'ai un problème, j'envoie un message à gauche ou à droite et on me dit « Ah, attention, celui-là, il était ceci. » Ou celui-là, il était ça. C'était sa sœur. C'est tout qu'un travail quand même là, de recherche. C'est extraordinaire. Oui. Et ce sont tous des bénévoles, souvent. C'est assez étonnant. Il y a un réseau complet de bénévoles qui s'intéressent à la validation des âges des plus de 105 ou 110 ans. Et vraiment, il y a des registres, il y a des sites web, il y a tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, c'est vraiment un sujet emballé au point de vue mondial. Ouais. Et maintenant, il n'y a pas un pays qui échappe. Hein, donc, même le Belouchistan, on va voir s'il n'y en a pas un là-bas. Mais quand il n'y a pas de documents, on a les fans, hein, c'est foutu. Ouais, c'est ça, exact. Là. Puis là, vous, justement, ce que vous avez fait, c'est que là, vous avez trouvé cette zone-là, vous en avez trouvé d'autres ailleurs dans le monde, et vous avez analysé c'était quoi les points communs que ces gens-là ont ensemble pour dire, ben comment ça, ils sont capables de vivre en santé puis plus longtemps que la majorité des gens. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai identifié la Sardaigne, j'ai eu directement l'idée de me dire, mais s'il y en a là, il y en a peut-être ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'en 2001, je suis allé à Okinawa, parce qu'Okinawa il y avait une première réunion sur la longévité, on disait que c'était longévité et tout, donc j'étais là, et j'ai commencé à valider la longévité exceptionnelle en Okinawa. J'ai publié ça en 2010. Donc, Okinawa, avec la particularité qu'il y a
beaucoup de centenaires, mais que ça s'arrête avec la génération 1947. Donc, tous ceux qui sont nés avant 47, il y a une proportion de centenaires très élevée, et à partir de 47, c'est l'hécatombe, c'est l'obésité, et tout simplement à cause que, à partir de 47, il y a eu l'occupation américaine à Okinawa, après la bataille d'Okinawa, et que les enfants recevaient des lunchbox venant des États-Unis. C'est-à-dire qu'on les a nourris à l'américaine, et là, c'est manifeste. C'est comme si on était dans un laboratoire. Comment ça se passe lorsque vous changez l'alimentation? Eh bien, vous allez à Okinawa aujourd'hui, vous allez trouver de l'obésité et une longévité qui a chuté de la première place à la 27e place en moins de temps qu'il faut pour le dire, et qui a fait un drame. Donc maintenant, on ne parle plus de la longévité d'Okinawa, sauf que les centenaires, ils sont toujours là parce qu'ils sont nés jusqu'en 1947. Donc il y aura encore pendant tout un temps beaucoup de centenaires à Okinawa, mais les jeunes, c'est plus du tout. C'est plus du tout. Alors après Okinawa, je suis allé donc en Caucase, et là j'ai vu Martha, donc on n'a pas trouvé non plus de longévité, et j'ai commencé à voyager vraiment dans tous les pays où j'entendais parler qu'il y avait de la... J'étais en Chine, par exemple. Alors en Chine, c'est le fin fond de la Chine. Et en Chine, il y a ce qu'on appelle la Bama Valley, la vallée de Bama. Et là, il y avait des articles et les gens disaient, ça c'est un village de longévité exceptionnelle. Bon, je m'amène là, c'est en plein milieu de la Chine. Et je m'amène là, qu'est-ce que je vois à l'entrée du village? Une carte avec le village et le chemin à suivre pour rencontrer tous les centenaires. Bien organisé. Donc, on commence à faire le tour. Et à un moment donné, quand je suis chez un centenaire, je dis, je vais quand même attendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Et donc, plutôt que de faire un entrée-sortie, ben, je m'installe et je vois passer tous les touristes chinois qui viennent voir les centenaires, chacun donnant un billet de 10 yens. Hein, et alors, le centenaire met ça en dessous de son coussin. Et tous les quarts d'heure, il y a le fils dans la pièce d'à côté qui vient chercher tous les 10 yens et tout ça. C'est vraiment devenu un commerce, si tu veux. Hein. Ouais, bon. C'est ça. Mais alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que dans ces villages-là, quand un centenaire meurt, eh bien, on va en chercher un autre ailleurs pour le remplacer. D'accord? Donc, ça ne te fait pas penser à ce qu'on appelle un jardin zoologique. Tu vois? Quand le léopard meurt dans un jardin zoologique, on va en chercher un autre pour le remplacer. Un hippopotame aussi. Et bien ici, quand un centenaire meurt, on va en chercher un autre. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça non plus un village, mais ce qu'on appelle un gérontoparc. Je fais un néologisme, un gérontoparc. Hein. C'est un endroit où on parque les centenaires. Oui, c'est ça. Et tu vois les touristes qui arrivent, qui débarquent en bus et qui suivent, puis il y a que des touristes chinois qui y vont. Donc, ça, c'était à Bama, donc c'est tombé à l'eau. Et donc, j'en ai encore fait. J'étais dans les Philippines, j'étais partout. Je crois que j'ai fait 90 pays, 90 pays au monde. Wow. Et chaque fois, j'ai dans la tête, est-ce qu'il n'y a pas des centenaires? Je voudrais encore aller à Vilcabamba, donc en Équateur, mais ça va venir. Il paraît qu'il y en a en Colombie aussi. Donc maintenant, j'ai encore la Colombie, j'ai la Sicile, j'ai plusieurs régions d'Espagne, j'ai en France des zones de longévité aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais t'expliquer un petit peu en France, parce que ça, c'est encore quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, en France, on arrive à la conclusion que la probabilité de devenir centenaire pour les Français était de 2,5 fois plus grande que celle des Belges. Donc 2,5 fois plus que les Belges. La chance de devenir centenaire. Alors, moi, je regardais mes amis français et je leur disais, moi, 2,5 fois, je suis un peu sceptique. Il faudrait vérifier ce qu'il en est. Parce que 2,5 fois, c'est pas 20%. Hein. C'est un gros truc. Bon, donc, j'ai trouvé un ami de l'INET en France, donc l'Institut national d'études démographiques, et je l'ai convaincu à distribuer les centenaires par département de naissance. Donc, on a rapporté tous les centenaires au département où ils sont nés et on a divisé par le nombre de nouveau-nés dans ces régions-là. Donc, on a la probabilité pour un nouveau-né de devenir centenaire. Eh bien, et on a aussi calculé la probabilité pour aller de 70 à 100 ans par département de naissance, je précise bien de naissance. Eh bien, assez exceptionnellement, le nord de la France est au même niveau que la Belgique, très bas. Ah, ouais. Et la région de la Loire est pour les hommes 4 fois plus haut. 4 fois plus. La chance
de devenir centenaire quand on a 70 ou 70 ans dans la Loire est 4 fois plus élevé que si on est né dans le Nord, ou né en Bretagne, ou né en Alsace. Donc il y a 3-4 régions externes où c'est très bas, et puis il y a le centre où on est vraiment très haut. Donc 4 fois pour les hommes et 2 fois et demi pour les femmes. Alors ça, c'est un résultat, je vais dire, mammouth. C'est quelque chose d'effarant. Parce que moi, j'ai vu un tas de papiers, un tas d'articles scientifiques qui font tout un éloge parce qu'on a gagné 10% ou 20%. Ben oui, ben oui. Tel gène permet de gagner 10%. Telle barre de chocolat permet de gagner 1 an d'espérance de vie. Je ne sais pas. Toutes des petites choses. Ici, nous sommes avec un facteur 4. Je ne sais pas si tu te rends compte. Hein? Alors qu'il y en a 4. Qu'il y en a 4 d'un côté, il y en a un de l'autre côté, et c'est la même. Non, ça, vraiment. Alors, je ne parviens pas encore à convaincre mon ami Florian de Paris, parce que je me dis, ça doit avoir des répercussions. On est dans un pays où c'est fraternité, égalité. Hein? Alors, égalité, mais comment arriver à une différence aussi flagrante en termes d'espérance de vie de 70 à 100 ans? Est-ce qu'ils sont égaux face aux services de santé? Est-ce qu'il y a un tas de raisons? Ouais. On ne peut pas ne pas étudier la chose. On ne peut pas en faire une question politique de santé publique, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir cet inéquilibre flagrant. Et c'est à cause de mes soucis de toujours vouloir creuser qu'on a mis ça en évidence, parce que mon ami Florian, il n'avait pas montré ça avant. Hein. Il montrait bien qu'il y avait des différences dans ce qu'on appelle l'espérance de vie, mais montrer un facteur 4, c'est quand même fort. Donc maintenant, ça va être soumis à un article international. On ne veut pas trop en parler avant que ça soit publié, mais Okay. je sais pas tenir ma langue, hein, parce que c'est tellement fort. Hein. Oh là là. Donc, je vais dire que c'est époustouflant. Hein. Ouais, c'est ça. Comment veux-tu expliquer ça? Donc ici, maintenant, moi, je vais te parler des principes des Blue Zones, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a observé dans les 5 Blue Zones que j'ai identifiées aujourd'hui. Donc, j'ai identifié, bien sûr, la Sardaigne, Okinawa, Nicoya au Costa Rica, Icaria en Grèce et tout récemment la Martinique comme province française. Donc, dans ces 5 zones-là, j'ai été bien souvent. Par exemple, j'étais au moins 50 fois en Sardaigne. J'ai été 4-5 fois au Costa Rica, 3 fois au Okinawa. J'ai déjà été 3 fois au Martinique. On est prêt à y retourner. Donc, ça veut dire que tu vas, tu poses pas tant de questions, tu regardes, tu observes. Pour moi, c'est plus de l'observation que des enquêtes. Et on a mis en évidence 7 principes. 7 principes qu'on appelle des principes de Blue Zone, pour vivre plus longtemps, mais surtout en santé et heureux. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière la tête. On n'a aucune idée derrière la tête de vouloir faire vivre les gens jusqu'à 150 ans si ce n'est pas pour les laisser vivre heureux et en santé. Exact. L'objectif, c'est vraiment tout à la fois santé, bonheur et vivre, si possible, le plus longtemps possible. Et donc, le premier, c'est eat wisely, manger sainement, hein, manger vraiment sagement pour ne pas manger plus que 80% dans l'estomac, ne pas manger trop de sucre, éviter l'industrie alimentaire qui est quelque chose qui nous perturbe complètement, fruits et légumes, ceux qui sont de saison et locaux. Donc il y a un ensemble de principes qui étaient ceux qu'avaient nos ancêtres, et surtout ne viens pas me dire que je veux revenir en arrière. Non, mais il y a quand même des choses qu'on a perdues qui serait bon de récupérer. Hein. Ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas une diète en soi qui a été observée, que vous avez observée. Il y en a qui mangent la viande, il y en a qui sont végétariens. Exactement. Voilà. Il y a pas. Quand on dit, par exemple, le régime méditerranéen, mais je dis non, parce que où on dit les végétariens. Mais non. Il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui mangent du poisson. Moi, je les ai vus manger souvent. C'est très simple. C'est ça qui est important. C'est pas trop. Et c'est naturel. À Villa Grande, le village au top de la longévité en Sardaigne, 90% de ce qu'il y a sur la table est produit localement. Ça vient du village. Ouais. Le vin, la farine, les légumes, tout, le fromage, la viande et tout ça est produit localement. Et donc,
Quand c'est produit localement, on a un œil dessus, on sait ce qu'il y a dedans et on n'est pas perturbé par tous les pesticides et tout ce qu'on veut pour améliorer et ainsi de suite à travers le monde. Parce que quand quand on a des fraises qui viennent du Pérou, c'est bien, mais on ne sait pas combien de fois ils ont été aspergés avant d'arriver. Hein. Moi, j'entendais dire, on était en Malaisie dans la montagne, ils produisaient des fraises, c'était des fraises rouges et d'autres étaient blanches. Et puis, j'essayais de savoir, il paraît qu'elles étaient aspergées 14 fois avant d'arriver au magasin. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment la nourriture. Alors, le deuxième principe, c'est bouger. Bouger vraiment naturellement. Alors là, on n'est pas en train de parler du fitness. Hein. Ce n'est pas le sport effréné, c'est bouger, comme le font dans les villages de Sardaigne tous les anciens. Ils n'arrêtent pas de bouger. Ils n'arrêtent pas de bouger. Donc, c'est vraiment un mouvement naturel au cours de l'existence qui est tout à fait favorable. Et quand je parlais des fitness, je viens encore de voir, je ne sais plus, attends, c'est quoi? C'est au Mexique. Je voyais à Mexico City un endroit où on faisait du fitness. Il y avait une centaine de vélos, tu sais, qu'on pédale comme ça. Hein? Oh, ouais. Bon. Alors, ils étaient tous à côté l'un de l'autre. Et tu voyais les gens là. Je me dis, tous ces gens-là, ils font quoi? C'est individuel. C'est des trucs où ils ne s'occupent pas de celui qui est à côté, ni à propos. Il y a toute une dimension humaine qui n'existe pas. Hein? C'est ce qu'on appelle, on fait quelque chose de bien pour soi-même, indépendamment des autres avec lesquels on est. Et c'est ainsi que, dans mes principes, j'ai bien sûr la famille, j'ai la communauté. Tout ce qu'on apporte, c'est avec le soutien de la communauté. Tous les projets vont 2 fois mieux lorsque c'est la communauté dans son ensemble qui essaye de vivre plus vieux. Alors, un autre principe, c'est bien sûr le stress, parce que le stress est un des poisons de notre société, le stress oui. et le dormir, le bien dormir. Et alors, le respect de la planète, qui est tout à fait fondamental et qu'on a oublié de plus en plus. Et le dernier, c'est avoir une perspective de vie. C'est être positif, c'est se tourner vers quelque chose. Hein, quand vous parlez avec quelqu'un, est-ce que tu parles de choses positives ou tu parles de choses négatives? Je dis toujours, on devrait enregistrer, je crois qu'il y a des sociologues qui font ça ou des psychologues. Donc, tu mets le micro au sein d'une conversation dans un groupe. Alors, tu peux faire 2 choses. Tu peux tout d'abord identifier qui parle le plus. Qui parle le plus. Et puis, tu peux identifier de quoi il parle. Combien de fois il parle de choses positives et combien de fois il parle de choses négatives. Et qui parle de négatif et positif. Il y a un ensemble de choses. Et je suis certain que ceux qui parlent de choses positives, ils vivent plus longtemps que ceux qui parlent de choses négatives. Voilà. Dans cette perspective de vie, quand tu rencontres quelqu'un en rue, est-ce que tu lui dis bonjour ou pas? Quelquefois, quand je dis bonjour à des gens qui ne me connaissent pas, ils me regardent avec un air de dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vois, il y a un ensemble de choses qu'on a perdues, qui est gardé dans les villages, parce que dans les villages, on se dit bonjour, on se salue, on fait des choses ensemble. Je dirais qu'il y a bien sûr des cas spéciaux. Hein. Moi, j'avais dans mon village 2 frères qui ne se parlaient pas. Et je les vois toujours. Ils habitaient à côté l'un de l'autre, et il y avait une haie de lilas entre les deux. Et je vois toujours cette haie de lilas, et d'un côté Émile et de l'autre côté Albert, et Albert et Émile habitaient côte à côte et ne se parlaient pas. Ah ouais. Mais ça, ce sont les histoires de village, et ce sont des histoires de famille et tout ça. Mais en général, si on veut, dans les zones de campagne et tout ça, il y a beaucoup plus de vie communautaire. Actuellement, dans les grands buildings, vous êtes incapable de savoir avec qui vous habitez. Ouais. Incapable. Hein? Donc, c'est vraiment des choses différentes. Et donc, lorsqu'on fait des zonings, des nouvelles habitations, notamment comme on fait aux Pays-Bas, à Cartesius, là-bas, à Utrecht, eh bien, on ne met pas plus de 4 étages. On prévoit des jardins partagés qui sont juste devant. Il n'y a pas de place pour faire les autos. Tout ça est piétonnier. Les autos se trouvent par ailleurs. Il y a un ensemble de choses. Même l'agencement des appartements est prévu pour que les gens doivent se dire bonjour. Hein? Moi, je vois toujours ces grands buildings que j'ai vus en Malaisie, dans la montagne. Je pensais voir des petites maisons de montagne, moi. Hein? Et puis, je m'amène là-bas des 20 étages. Et des 20 étages, tu montes dedans. Pour aller dans ton appartement, il faut passer 2 grilles. 2 grilles l'une sur l'autre pour y arriver. Et à travers la fenêtre, tu ne vois rien. Donc, une absurdité par rapport à cette vie ensemble en Sardaigne,
la clé de la maison n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va chez quelqu'un? On pousse la porte et on dit permesso, et on entre, et on est toujours le bienvenu. Tu vois, ce sont des perspectives complètement différentes, et c'est ça qui fait mon dernier principe, le 7e principe que j'ai retenu pour vraiment promouvoir ce que j'ai observé dans les groupes. Ouais. Puis j'aimerais ça si on peut aller juste dans chacun d'eux, là, juste un petit peu plus, parce que là, manger, on en a bien parlé, bouger, je pense c'est un peu ce que tu as observé, là, de dire les gens, ils bougent naturellement. Ça veut dire que dans leur journée, ils sont actifs, ils vont aller au jardin, ils vont aller à la boulangerie à pied, ils vont aller voir des amis à pied. Ils travaillent aussi, ces gens-là, donc ils ont un travail qui est actif. Ils sont souvent au jardin jusqu'à 95 ans, hein, souvent. Hein. Et le jardin n'est pas loin, ou alors ils vont au bout du village dans leur jardin, mais ils font tout ça à pied. Hein. Ils font tout ça à pied. Ce qu'on appelle l'âge à la pension, l'âge à laquelle on arrête de travailler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que d'un côté, c'est une absurdité. C'est en fait fait pour arrêter un boulot qu'on n'a pas envie. Exact. Hein? Quand on n'est pas dans un endroit qui est plaisant, dans un boulot qui est plaisant, mais on a envie qu'il y ait quelqu'un qui dit c'est fini. Moi, ça fait déjà maintenant de nombreuses années que je suis soi-disant retiré ou pensionné. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté parce que ça me plaît. À partir du moment où quelque chose te plaît, tu continues. Et un âge à la pension ou pas, ça change rien du tout au système. Tu vois. Donc, il y a vraiment une mobilité. Et bon, pour les jeunes, c'est aussi se bouger, ne pas rester vautré dans un divan en regardant sa tablette et tout ça. Il y a un ensemble. Mais c'est bien parce que je vois beaucoup de jeunes qui se bougent maintenant. Ben On avait, il n'y a pas encore ce week-end, les 20 km de Bruxelles. Eh bien, le nombre de participants a doublé en une dizaine d'années. Hein. Donc, il y a quand même des changements qui se passent, des changements positifs, mais il faut continuer. Il faut vraiment continuer, il faut bouger, parce qu'alors, le gros problème, c'est l'obésité. L'obésité qui se développe, notamment en Amérique latine, à une vitesse VV+. Et quand on dit ne pas manger de sucre ou limiter le sucre, c'est important. Donc, bouger et diminuer le sucre va permettre de réduire largement cette obésité qui actuellement, dans de nombreux pays, c'est dramatique. Ouais. Puis si je me trompe pas, il y en a quand même qui s'entraînent, là, dans le sens qui font de l'activité physique, de fitness, si on veut. Bon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah non, Dans les zones bleues, peut-être que dans les villes, mais la vie dans les villes est tellement différente parce qu'elle est artificielle. Oui, elle est artificielle. À la campagne, le nombre de possibilités de faire du mouvement est tellement grand qu'on n'a pas besoin de fitness. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je pensais qu'il y en avait qui allaient quand même de s'entraîner d'une autre façon, mais OK. Fait que c'est vraiment naturel ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression que c'est naturel. Maintenant, comme je te dis, quand tu vas à la ville, il faut changer les habitudes. Et alors, certains, justement, pour garder un peu de mouvement, ils font le fitness et tout. Mais il vaudrait mieux aller marcher, faire un tour de vélo ou aller en groupe. En groupe, ça, c'est toujours très intéressant. Moi, j'ai des sports de groupe. Hein, je m'occupe d'un sport d'orientation où on cherche des postes dans les bois et tout ça. Bon, ben, c'est un sport où on est en équipe, même si on court tout seul contre soi-même. Mais ce sont des sports qui sont vraiment enrichissants dans la nature et tout. Donc, c'est très différent de ce petit appareil dans lequel tu pédales sans arrêt, avec ton casque sur la tête, dans lequel tu as une musique efférente. Enfin, je ne fais pas de description. Puis là, après ça amène justement famille et communauté. Est-ce que c'est pratiquement tous les jours qu'ils sont ensemble en communauté ou pas nécessairement? C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est que dans nos sociétés, les enfants sont tout d'abord de moins en moins nombreux et les seuls qui restent, ils habitent quelquefois à des centaines de kilomètres de leurs parents parce que la mobilité s'est agrandie, parce qu'on veut trouver une place à Vancouver, et puis, bon, ben voilà, on migre jusqu'à Vancouver, et dans ce cas-là, on voit ses parents qu'une fois tous les 3 mois ou les 6 mois. Donc, avant, on était dans un village du matin jusqu'au soir, et bon, ben, on vivait vraiment avec la famille en plein. Pour donner un simple exemple, toujours à Villa Grande,
lorsqu'une personne âgée a besoin d'un soutien, soit que c'est la famille qui la prend en charge, soit que c'est les voisins qui se relayent pour aller l'aider si elle n'a pas de famille. Et donc, il n'y a personne en maison de repos. Personne en maison de repos dans un village comme ça. Donc, la proportion de personnes âgées en maison de repos est un excellent indicateur de la qualité de vie. Hein. Ça, je crois que c'est fondamental. Mais c'est ça que je me questionne dans le sens, tu sais, moi, par exemple, si je me prends comme exemple, est-ce que si je fais un souper le samedi soir avec ma famille ou mes amis, une fois par semaine, c'est-tu de la communauté ou pour eux, c'est réellement à tous les soirs, tous les dîners? Comment est-ce qu'ils vivent ça? Non, je ne crois pas qu'il faille faire des fêtes et tout ça toutes les semaines, mais c'est-à-dire, l'importance de la famille est majeure. Elle est majeure. Donc, dans toutes les situations problématiques, il y a un soutien mutuel très net. Et dans toutes les fêtes de village et les fêtes de famille, tu vois cette communauté qui se regroupe et qui a envie de faire quelque chose. C'est tout à fait l'inverse de l'individualisme. Il faut savoir qu'actuellement, ceux qui vivent seuls sont de plus en plus nombreux, et même parmi les jeunes. Donc, la proportion de personnes qui vivent seules en ville est très grande. On parle même quelquefois de 30 à 40% parmi certains groupes d'âge de jeunes qui vivent seuls et qui ne sont pas en famille, qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas d'enfants, et ainsi de suite. Mais en soi, là, si on est ensemble à souper avec, tu sais, mettons, moi, ma conjointe, avec nos 2 enfants, c'est-tu dans les principes ou ça prend vraiment des rassemblements en soi? Non. La famille, c'est les parents, les enfants, les grands-parents, et quelquefois des à côté, mais on ne va pas très loin. Donc, la famille est différente de la communauté. La communauté, c'est quand on décide que tout le village va faire une fête, soit pour une... J'ai encore été en Sicile à une procession. C'était vraiment impressionnant de voir la procession dans le village. Donc, il y a des choses qui sont restées comme ça, qui sont liées à la foi chrétienne, mais qui sont des choses plutôt de tradition. Hein. Et donc, mais on voit toute la communauté qui s'y met. C'est vraiment un groupe entier. Il y a un sentiment d'appartenance à une communauté. Souvent, dans les villes, il n'y a pas de quartier où on sent ce sentiment d'appartenance. J'ai travaillé, moi, dans 2 grandes villes en Belgique, Charleroi et Namur, pour faire ce qu'on appelle des quartiers. Les quartiers, en espérant que les statistiques permettent de voir comment ces gens-là sont différents d'un quartier à l'autre et comment ils vivent ensemble et tout ça. Donc, c'est la logique de quartier parce que les villes sont trop grandes et les villes, ce sont des lieux de perdition dans ce sens-là, quoi. On perd la vie familiale, on perd la vie communautaire. Parce que ça, cette vie de communauté-là, j'imagine non plus, c'est pas quelque chose qu'ils font tous les semaines nécessairement, là, de se rassembler, faire des événements. Non, c'est pas toutes les semaines, non. Mais il y a un esprit qui fait que si, par exemple, il va y avoir un deuil dans le village, mais c'est la communauté qui va prendre le deuil en charge. Il va y avoir une fête, mais tout le monde va s'y mettre pour essayer que... Mais ce n'est pas sans arrêt, autrement on n'en sort plus. Hein. Oh, oui, c'est ça. Puis après ça, le dernier, je veux juste revenir dessus, c'est la perspective ou le sens à la vie. Pour eux, comment est-ce qu'ils sont conscients de ça ou ils sont juste des gens résilients, positifs, qui ont envie de contribuer ou c'est vraiment ils ont travaillé à être comme ça? Non, je crois que c'est inné, c'est chez eux sans qu'ils se posent la question. On se pose, à force de se poser trop de questions, à de chercher des coachings et des tas de trucs, on risque encore de s'égarer aussi. Il faut que ça soit spontané. Il faut que ça soit spontané. Et bon, je tiens à remarquer que certaines personnes, par exemple, ont un caractère où ils préfèrent vivre seuls. Mais ce n'est pas la solitude. Ils aiment vivre seuls parce que dans leur esprit, ils ont cette force pour vivre seuls et c'est une force pour eux. Donc, une personne n'est pas l'autre. Je crois que aux jeunes, je dirais toujours la chose suivante. Chacun d'entre nous, nous avons des potentialités. Il faut les découvrir. Hein, et pas essayer de faire comme les autres, les fameux followers, juste à gauche et à droite. Alors, on perd toute individualité. Je crois qu'il y a des emplois, des occupations, des intérêts spécifiques à chacun. Il y en a un qui aimera le violoncelle,
l'autre aimera bien la plomberie, l'autre aimera bien les cartes de géographie. Donc, il y a tellement d'intérêts possibles, mais chacun doit trouver le sien. Et alors, dès qu'un jeune a vraiment un objectif, alors je vais dire ça change sa vie, parce que il va tout faire dans ce sens-là, quoi. Et c'est pas nécessairement un objectif qui va faire rentrer de l'argent, hein. Il y a des objectifs qui sont tout à fait différents et qui sont tout aussi bénéfiques Ouais. pour l'individu. Mais avez-vous vu des centenaires solitaires Des centenaires solitaires. qui aiment la solitude? Ben, bon, il faut dire qu'à partir d'un moment donné, même s'ils sont avec les enfants qui viennent de temps en temps et tout ça, ils sont quand même dans leur monde tout seuls, hein, Ouais. à partir de cet âge-là. Bon, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec le vieillissement, quand vous prenez de l'âge, il y a quand même une différence entre la société que vous avez vécue et celle dans laquelle vous vous trouvez à ce moment-là. Et que donc, à vouloir suivre la société, c'est difficile. Bien, je vois encore mon centenaire Pietro, 102 ans, en Sicile. Eh bien, chaque soir, il écoutait les nouvelles à la télévision et il lisait un bouquin et il faisait le résumé du chapitre qu'il avait lu. Donc, et il était très au courant du problème de la Palestine, de l'Ukraine et tout, et il avait 102 ans. Alors, on a discuté entre nous et c'était assez intéressant. 102 ans, il était très au courant de toutes ces choses-là. Ah ouais, hein, c'est quand même impressionnant de voir ça. Toute cette philosophie-là, en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire aussi de voir qu'au final, c'est simple. C'est de vivre simplement. Des fois, on se complique beaucoup la vie. Puis je trouve que, tu sais, moi, je vous ai présenté un peu mon projet aussi de faire de l'immobilier pour m'inspirer de ces principes-là. Mais au final, c'est de garder le tout simple puis qu'inconsciemment, on soit capable d'être plus en santé et consciemment aussi. Non, non, c'est vivre avec un grand V. Souvent, quand je dis que le secret, ce n'est pas, c'est vivre et aimer, en anglais, live and love, mais parce que c'est pas survivre. C'est très différent de dire survivre et vivre. Survivre, ça veut dire, ben, il faut bien, on continue, on tient le coup. Vivre, c'est vraiment avoir chaque jour où on se lève un projet pour la journée, avec des choses positives et négatives, mais on avance. On a toujours des objectifs, même si c'est des objectifs de contact avec d'autres qui peuvent être très bien adaptés à tous les amis et ainsi de suite. Donc oui, je crois qu'ils sont optimistes. Ils sont optimistes, je crois. Ils ont une perception positive de la vie. Puis est-ce que leur gestion, parce que c'est un des principes qui est le stress aussi, là, est-ce c'est des gens qui peuvent être stressés ou leur mode de vie fait qu'ils ne vivent pas du stress? T'sais? Ils sont moins stressés. Ils sont manifestement moins stressés parce que le stress, ça tue. Ça tue réellement. Hein, et il se fait même que par moments, les gens qui sont stressés, ils prédisent des choses négatives qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivées, parce que tellement le stress est là. Hein. Et donc, ici, moi, c'est ce que je ressens le plus quand je les rencontre, c'est cette quiétude. C'est vraiment une quiétude. Et je vais te raconter ce qui était encore passé avec la personne la plus vieille du monde. Donc, Maria Bragnas. Maria Bragnas avait 117 ans quand je l'ai rencontrée. Elle habitait à Olot, en Catalogne. Hein? Ah, donc, on va avec mes confrères validateurs. Hein? Donc, on était 5 ou 6. Et notamment, mon ami Bernard Jeune était avec moi, mais encore 2, 3 autres. Et on commence à poser des questions à Maria. Et Maria avait des problèmes d'audition. Donc, en fait, elle avait un appareil, mais sa fille parle dans un micro. Hein? Et donc, les questions allaient à la fille. Et Maria, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle hochait la tête comme ça, ou comme ça, et voilà. Bon, c'était très bien, très sympathique, mais enfin, moi, c'est pas le genre de choses qui me passionne. Et alors, ensuite, on a fait la photo. Et en faisant la photo, on s'est mis à l'entour de Maria. Et à ce moment-là, je lui ai pris la main. Et dès que je lui ai pris la main, elle s'est tournée vers moi et elle a commencé à parler. Elle n'avait rien dit avant. Elle a commencé à me parler. Et j'ai des photos et même un petit film où on la voit en train de parler
en me regardant, tout simplement parce que je lui ai pris la main. Et c'est là que tu comprends que la dimension humaine de la longévité, c'est quelque chose de fondamental. Si tu ne regardes que la dimension de ce que tu manges, de ce que tu bouges, tu rates complètement. Tu rates complètement. Les facteurs favorables à la longévité, il faut les voir tous ensemble. Et la dimension humaine là-dedans joue un rôle majeur. D'accord? Et donc, c'est à la fois bien manger, bouger, ne pas avoir de stress et tout ça, mais surtout vivre et vivre réellement. Et ça, avec un objectif et ainsi de suite. Ça, c'est tout ce que j'ai appris de ces centenaires à travers le monde. Mais encore là, eux, c'est leur façon d'être. Ils sont pas nécessairement... Ils essayent pas de vivre. Ils font simplement vivre. Ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas la question. Je dirais qu'ils sont aussi prêts à partir du jour au lendemain sans en être perturbés. Moi, la plupart de mes centenaires, je ne les ai pas revus une deuxième fois parce que la mortalité à raison de un tiers chaque année ou même 40%, ça veut dire que si je vais un an après, il n'y en a plus que la moitié de ceux que j'ai rencontrés la première fois. Donc, Michelino, je l'ai rencontré une dizaine de fois, mais puis il est parti. Hein, donc, ce sont des gens avec qui je me rapproche, et puis après, je ne les ai plus. Donc, ils ne vont pas durer éternellement, c'est certain, mais ils le savent bien. Ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur de la mort. Non, ils n'ont pas peur. Non, ça c'est clair. Savez-vous pourquoi qu'ils n'ont pas peur de la mort? Parce que, pour moi, je crois qu'ils ont quelque chose de profond entre eux, qui est peut-être une foi, mais qui les rend sereins. Ouais. Je crois que c'est ça. Nous autres, on est anxieux par rapport à toutes ces choses-là, mais eux, ils sont assez sereins par rapport à ça, et ça leur donne vraiment souvent, j'ai des sourires qu'ils me font. Moi, je me vois toujours Maria Carte, elle avait 109 ans, et elle m'a fait de ces sourires sur des photos. C'est fondamental, c'est terrible de voir. Et pourtant, elle avait 109 ans et elle est morte quelques mois après. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais c'est ça, ils sont prêts à vivre ce qu'ils ont à vivre, puis mourir s'ils ont à mourir aussi. Ouais. Exact. Ah, ouais. Il n'en faut pas une crise existentialiste. Puis un chapitre que j'ai pas souvent entendu, là, je ne sais pas si vous avez l'information ou non, mais les finances, c'est géré comment? Alors, ça, c'est tout un problème qui est disons, dirais-je, l'aspect financier de la vieillesse. Alors, dans les villages, ça ne se pose pas parce que c'est dans la famille, on ne parle pas dessous. Donc, c'est normal qu'on s'occupe des personnes âgées et il n'y a pas d'héritage à partager. Vous savez qu'une des principales causes de bagarre dans les familles, c'est les héritages. Ben oui. Et donc, ici, ça reste dans la famille. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré des situations où on m'a dit cela ne se parle plus parce que, et ainsi de suite. Okay. Et bon, donc il y a un soutien, mais il est clair que dans nos régions urbanisées et là où les enfants peut-être sont de moins en moins nombreux et tout ça, il faut penser aux aspects financiers de la vieillesse. Mais la société doit faire aussi des choses. Hein. Moi, je crois que la société a un devoir de soutien de la vieillesse, quelle que soit la richesse que les personnes âgées ont. Quoi. Donc, généralement, quand ils sont bien dotés, ils peuvent se permettre des maisons de repos rutilantes, mais je trouve que tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit, et il ne faut pas grand-chose pour donner un confort à une personne. Hein. Et le sourire, il y a des choses qui ne se mettent pas avec des sous. Hein. Et donc, pour moi, ça, c'est presque plus fondamental. Ouais, fait ils font pas nécessairement quelque chose par rapport aux finances. Ils gardent ça dans la famille. Puis c'est la famille qui s'en occupe. C'est la famille qui s'en occupe. Ça, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Quoi. OK. Puis si tu devais construire une ville, un village, peu importe, là, qui serait inspiré des zones bleues, ce serait quoi que tu dirais la chose à faire et la chose à ne pas faire? Alors, la chose à faire, la chose à ne pas faire. Bon, il faudrait tout d'abord bien penser au point de vue urbanistique.
comment on va organiser ce village, hein, ça c'est très important, pour permettre justement de vivre ensemble. Et donc, des zones partagées, par exemple, un jardin partagé, ça me permettra d'aller voir mon voisin qui, tout comme moi, va pousser des tomates et ainsi de suite. Et puis, on partagera les tomates après, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un ensemble de choses. On discute ça aux Pays-Bas, à Utrecht. Il y a un ensemble de choix dans la façon de construire qui est déjà favorable au Blue Zone. Et il y a maintenant beaucoup d'initiatives dans ce sens-là et beaucoup de projets. Mais le deuxième point, c'est que quand les briques sont là, il y a derrière les briques. Et il faut donc créer tout le climat favorable. Et on peut très bien le rater. Donc, l'aspect psychologique, lorsque les bâtiments vont être remplis petit à petit, est tout à fait important. Je me rappelle, je cherchais pour un appartement et les propriétaires me disaient « Mais vous serez bien ici, Monsieur Poulain. Vous verrez qu'il n'y a que des personnes de 70 ans qui habitent avec vous. » Alors là, j'ai monté au plafond parce que l'idéal, c'est d'être avec ses petits-enfants pas loin, de telle sorte que le transfert des imports aille dans les deux sens. Les petits-enfants vers les grands-parents et les grands-parents vers les petits-enfants. Il y a vraiment ce besoin de remettre les générations ensemble qui permettent à toutes les générations de tirer maximum de profit de ces choses-là. Donc, construire, c'est bien, mais il faut encore après assurer. Hein, et alors, s'assurer aussi que les gens qui viennent ne soient pas d'une classe sociale privilégiée, mais qu'on ait des équilibres aussi entre les classes sociales. Faire des développements qui ne seront accessibles qu'à ceux qui ont le sou parce que c'est tellement cher, c'est pas non plus l'objectif. Ouais. Il faut trouver des solutions pour tous les budgets et tout le monde a droit à une zone de quiétude. Et donc, il y a certains pays qui s'en sortent mieux que d'autres dans ce sens-là. Ben oui, ça c'est clair. Puis c'est quoi que vous interdiriez? Qu'un j'interdirais? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des choses qui me font monter au plafond, mais je dirais que c'est des choses que je vois dans ma vie de tous les jours. Ici, quelquefois, quand je vois qu'il n'y a pas de pente douce pour remonter de la gare, je me dis, mais comment ils font les gens qui sont en voiturette ou ainsi de suite? Alors, je le dis au chef de gare, vous n'avez pas prévu une pente douce? Il y a un escalier, mais il n'y a pas de pente douce. Ah, mais qui dit, on avait peur que les skateurs, avec leur roulette, aillent dessus. Donc, si tu veux, pour un aspect protectif par rapport à la déviation de la jeunesse, là-dessus, ils ne mettent pas de pente douce. Mais il y a un tas de choses qui, quelquefois, me font pester, hein, parce que les respects de la qualité des personnes, de la qualité de vie ne sont pas nets. Ouais. Donc, il faut vivre dedans et dire, voilà, tiens, maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Comment on va organiser ça? Il faut vraiment dynamiser. C'est un de mes espoirs, mais je ne sais pas si je le réaliserai, c'est de rentrer dans un lieu multigénérationnel et d'être en quelque sorte celui qui est le levain qui permette justement de créer une véritable... Ben oui. Mais ça, on va voir. Hein. Peut-être que ça sera au Québec. Hein. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut que je fasse venir tous mes enfants et mes petits-enfants avec là-bas. C'est ça. On ira construire pour vous en Belgique. On va étudier la question. Oui, venez faire en Belgique les petits jeunes. Là. Ça serait Ben ça aussi, c'est... Est-ce que... Parce que, tu sais, vous avez parlé du multigénérationnel entre la famille. Est-ce que c'est aussi puissant si c'est en dehors de la famille, d'avoir des personnes qui ont plus d'expérience? Ça peut être en dehors de la famille. Non. Le multigénérationnel, c'est en dehors de la famille. Hein. Donc, ça peut être un voisin qui n'a aucun lien de parenté, mais qui sait comment on joue du violon, ou qui sait comment on plante des haricots, qui sait comment on crée une vache, et ainsi de suite. Parce que maintenant, les enfants ne savent plus le lait, ça vient d'où? Ça vient du supermarché. Ça ne vient pas de la vache. Hein. Donc, il y a un tas de choses qu'on ne sait plus. Et donc, apprendre, raconter, c'est important pour faire connaître à la génération suivante certaines choses, l'évolution. Ouais. Et les évolutions, il faut quand même chaque fois les maîtriser. Je n'ai pas besoin de dire que l'intelligence artificielle, qui maintenant vient nous chatouiller de plus en plus, mais moi, à terme, ça m'inquiète parce que je ne sais pas, hein, je ne vais pas être un futuriste déviant, mais est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle ne va pas prendre le dessus sur l'être humain?
Et donc, parce que là, on est en train de plus en plus, si on regarde la courbe exponentielle de tout ce qui est fait, c'est certain que beaucoup de choses sont très favorables. Par exemple, le médecin de famille qui a un soutien d'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble des dossiers de son patient, c'est très bien. Mais c'est quand même lui qui doit prendre la décision finale. Oui, Donc, il y a toujours quelque chose. On peut profiter d'un outil comme l'intelligence artificielle, mais il faut savoir l'utiliser, hein, et l'utiliser à bon escient et en étant toujours rigoureux et critique. Et alors, on peut faire de bonnes choses. Donc, je crois qu'il y a des avancées. Elles vont tellement vite que dorénavant, quand on aura 50 ans, on sera déjà dépassé, hein, parce que ça ira tellement vite. Essayons par moment de ralentir, ce n'est pas du rétro. ouais. Ralentir, ce n'est pas du rétro. Ça, c'est mon avis. Hein. Ce n'est pas dire on va reculer en arrière, on ne va pas vivre comme il y a 50 ans où on devait prendre les deux sauts de lait à gauche et à droite sous ses épaules pour revenir de la ferme, des choses comme ça. Oh, Non, on n'est pas là. Mais il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient. Et je crois qu'il y a il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être supprimés grâce au progrès. Et c'est pas mauvais du tout parce que c'était pas des emplois qui étaient nécessairement valorisants, mhm. mais créons et donnons de la place à des emplois, à des activités qui sont génératrices de bien-être pour les gens qui les suivent, quoi. Et qui ne Ouais, sont pas puis nécessairement des trucs de business, hein, et pas uniquement du business, hein. non, non, ça c'est clair. Puis je pense que l'intelligence artificielle, pour moi personnellement, l'humain est tellement extraordinaire que ce sera un outil qui nous aide comme un ordinateur, nous a aidé à évoluer. Mais je pense pas que ça sera. Tu sais, des fois on pense que ça va tout changer. Bon, ça va être mieux que nous, l'humain, mais l'humain, ça se On reproduit l'espère. pas. On va y croire, on va y Ben oui, croire, on va y croire, mais on, pour ça, on en est responsable. Si on 100%. n'est pas, si on n'est pas attentif, là, pour le business, on est capable de faire un tas de trucs. Et donc, les conséquences, on ne les mesure pas toujours. Je prends chez nous en Europe, il y a des terrains, on a tellement mis de pesticides et tout ça, qu'il faudrait des années entières et des décennies pour perdre l'effet de tous ces pesticides. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment pollué nos sols. Mhm. Tout ça parce qu'on a voulu un rendement. On vient d'avoir des dégâts des eaux, tout simplement parce que les champs ont été ouverts à fond pour faire des cultures immenses et qu'ils n'arrêtent plus l'eau. Et donc, on a des inondations qui arrivent. Ouais. Donc, il y a un tas de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qui ont des impacts. Tu vois? Moi, je ne veux pas reculer en arrière, mais prendre des leçons de l'arrière pour voir Exact. l'avant, comment on peut faire, c'est fondamental. Puis deux dernières questions qui vont justement ensuite avec ça. Living Blue Zone que vous avez parti, c'est c'est pourquoi vous avez parti, puis c'est quoi l'intention avec ça? L'intention, elle est très claire. Je n'ai pas envie de continuer à courir le monde pour trouver des nouvelles blousons. Je peux, si je suis attiré, par exemple, la vallée de la Loire, si on me dit qu'il y a quelque chose, peut-être que j'irai analyser la situation. Peut-être que c'est le petit verre de vin, je ne sais pas, le vin de Loire, c'est bon. Hein. Donc, il m'a pensé, et je n'étais pas le seul, que le plus important, c'était pour nos sociétés actuelles, que peut-on faire pour qu'elles suivent ces principes? Ils sont des principes bien équilibrés, bien structurés. C'est des choses normales pour certains, Mhm. mais auxquelles il faut être vraiment attentif. Hein. Quand on voit la malbouffe, euh, c'est pas normal de dire il faut manger local, il faut manger ceci et ça. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on veut promouvoir et donc on bataille dans ce sens-là avec tous les gens qui en sont convaincus et qui ont formé une association sans but lucratif qui s'appelle Living Blue Zone. La grande différence entre Blue Zone et Living Blue Zone, c'est que Blue Zone, c'est un statut que tu peux obtenir ou ne pas obtenir, et puis tu l'as ou tu ne l'as pas. Tandis que Living Blue Zone, c'est un processus qui travaille à l'échelle individuelle et à l'échelle des communautés pour améliorer une population en termes de longévité, mais pas en termes d'années, en termes de véritablement bonnes années, belles années de vie. Ouais. Ça, c'est important.
Mais c'est extraordinaire ce mouvement-là parce que on a besoin de ça partout en ce moment. Vous l'aviez dit, c'est pas de prendre exactement ce que eux ils sont puis de le faire comme eux. C'est de prendre les principes puis de les adapter dans nous, notre réalité pour qu'on vive plus heureux plus longtemps. Puis ça, ben c'est exactement pour ça que je suis devenu ambassadeur aussi pour Living Blue Zone parce que je crois à ça personnellement, je crois à ça en entreprise, je crois à ça dans l'immobilier. Plus on va être de personnes à être dans ces principes-là, plus on va juste vivre mieux au final. Là. Fait que... Et alors, ce qui me passionne, c'est quand ce sont des jeunes de 12 ans qui me demandent des interviews et qui parlent 1 heure avec moi. J'en ai eu aux États-Unis, j'en ai eu au Mexique, au Chili. De voir les jeunes super emballés, alors ça me réconforte et je crois que l'avenir nous apprendra qu'il est possible de faire quelque chose pour vivre plus vieux, mais en santé et heureux. Exact. Puis pour finir, juste dernière chose, ça serait quoi un conseil ou quelque chose que vous voudriez laisser comme message enfin aux gens qui nous écoutent? On se prend au sérieux. Ouais. Non, mais je dois dire que essayons d'être simples. Hein? Essayons de pas se. Moi, j'ai horreur quand j'ai des confrères qui se perdent dans des discussions complexes et tout ça, qui sont des théories et tout. Ici, je propose des choses simples. D'aucuns diront que ce sont des choses simplistes, mais non, c'est simple, mais il faut y en parler parce que c'est tellement essentiel. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir à travers le monde tant de gens qui me disent, vous m'inspirez, qui me disent, nous voulons vous suivre et ainsi de suite. Et ça m'oblige à continuer. Et donc, on y va, on continue, ensemble. Voilà. Simple et de ne pas se prendre au sérieux, d'avoir du plaisir. Ça, c'est... Évidemment. Et encore merci pour cette interview parce que c'est un plaisir de collaborer avec le Québec. Je crois que un jour, on va débarquer au Québec et on va voir un petit peu ce que les Blue Zones font au Québec. On en sera très heureux. Hein? Ben oui, avec plaisir. Notre projet, là, vous allez venir le visiter, puis on va vous montrer ça. Ça va me faire plaisir. Ah oui. Puis merci, puis tout le monde, allez suivre ça. Michel Poulain ou Living Blue Zone, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ils sont fantastiques, ils ont une super belle équipe, et l'intention, encore une fois, c'est de vivre plus heureux, plus longtemps, plus en santé. Puis vous voulez faire des Living Blue Zone, hôpital, des écoles, peu importe le projet que vous avez, ce serait possible. Donc, allez voir les descriptions, les liens vont être dans la description de l'épisode. Puis je pense que tous ensemble, on va faire changer le monde un petit pas à la fois. OK. Merci. Bye bye. Merci.